Bonjour. La cartographie des Indes boréales d'Olivier Truc, chapitre 24, 6 enfants. Lorsqu'ils arrivèrent à Great Trest, ultime poste civilisé avant le grand bond dans la toundra et les massifs montagneux où régnaient les lapons et les esprits, les paysans construisirent des barques. Une poignée de lapons vêtus de peau les attendait avec 2 chiens, des rennes de bas et une dizaine de traîneaux. Les 2 groupes restaient à distance. Isco avait cru que les paysans affichaient une mine inquiète par crainte de Dieu. Mais à les voir, il craignait plus encore les lapons. Aucun Suédois n'osait les affronter et les yeux dans les yeux. Ce n'était que regards fuyants et chuchotements. Knut Clemetson n'osait même pas ouvrir la bouche, restant à proximité d'un paysan massif aux poings énormes. Les lapons ne s'embarrassaient pas à les observer, par en dessous. Ils les ignoraient, par peur peut-être. Les Suédois les enlevaient pour en faire des bêtes de foire. Comment les lapons le voyaient-ils? La réponse était peut-être simple. Ils ne le voyaient pas. Isco appartenait à un autre monde, hors du visible pour eux. Lorsque les barques furent terminées, les hommes se rassemblèrent au commandement du commissaire. Geste lent, chacun connaissait sa place, son monde. Les 2 colonnes se faisaient face. Elles se mirent en marche au signal. Lapons et Suédois se regardèrent enfin. Le pas de chacun était lourd, et Isco n'aurait su dire si c'était le fait du terrain ou celui du destin qui les attendait. Que rien n'y changerait jamais, qu'ils resteraient chacun avec leurs croyances, leurs peurs, et que c'était bien comme ça, tant que chacun rentrait chez soi. Le pays des montagnes était encore loin, mais l'autre monde commençait ici. Isco observait ses compagnons de voyage. Aucun ne paraissait s'inquiéter. Était-il le seul à savoir à quel risque ils allaient s'exposer? Knut Clemetson, dernier de la petite troupe de paysans, se retourna plusieurs fois, comme s'il voulait s'assurer qu'aucune malédiction ne s'était encore abattue sur les cartographes. À partir de Great Trest, ils entrèrent dans une autre dimension. Les anciens parlaient de Sagre, comme de la fin du monde connu. Isco soupçonnait le Spitzberg d'en être une autre limite. Great Trest devait en être la 3e porte. Depuis qu'ils progressaient avec les rennes, ils avançaient de nuit, quand la neige durcissait au froid et portait mieux leur pas, et ils dormaient le jour, quand la chaleur, aussi insignifiante fût-elle, amollissait la neige et rendait la marche épuisante. Mais la neige ne craquait plus. Ils arrivèrent à un endroit nommé Lieskejavri, par les lapons, un lac bordant une montagne basse et isolée sur la rive sud. Ils n'eurent pas besoin de mettre les barques à l'eau. Ils le traversèrent en direction du nord-ouest, en longeant prudemment la rive encore gelée. Ils établirent un campement à l'embouchure d'une rivière dégelée et tumultueuse, dont l'écume s'engouffrait sous la glace du lac. Olof Trest prenait son temps. Il fallait tout documenter, évaluer, reconnaître et mesurer, sur tous les fleuves, les rivières et les lacs qui seraient essentiels au transport du minerai durant l'hiver. Olof Trest avait chargé Isco de relever les cours d'eau. Il s'y employait avec sa boussole comme on le lui avait enseigné à Lisbonne. Une île du sud, tournée vers lui, l'autre, orientée vers un rocher pointu et isolé dans un coude. Isco reporta le nombre de degrés marqués sur la boussole, sur son cahier, et continua ainsi, progressant de rocher en arbuste. Là où la nature faisait silence, les lapons allumaient des feux, de loin en loin, et Isco pointait la pinule vers les foyers. Coude après coude, il complétait ses tracés, se faisant aider parfois par un jeune géomètre que tout semblait effrayer, Lars Henriksson. Isco assistait aux discussions chaque matin lorsqu'il montait le campement. Le commissaire noyait ses soucis dans l'eau de vie, s'énervant pour un rien. « Et mes relais, Trest, mes relais !»
D'après votre relevé préliminaire et ce que je vois du type de terrain, il en faudrait 4, au moins. Cela dépend des rennes, de ce qu'ils pourront tirer, peut-être 5. Entre Great-Trex et Nazafchel, environ toutes les 8 lieues, la distance que devrait pouvoir parcourir un renne chargé de minerais en une journée. J'ai fait mes calculs. Il nous faudra 50 rennes et 6 lapons à disposition à chaque relais. Et puis, il faudra relever les hommes de la mine tous les 3 mois, une cinquantaine à chaque fois, dans un sens ou dans l'autre, à pied l'été, à traîneau l'hiver. Jamais nous n'y arriverons. Mon Dieu, commissaire, vous allez vider les montagnes de leurs habitants à ce rythme. Ah, il faudra bien. Le commissaire Abraham Johnson avait l'air abattu par l'énormité de la mission. Olof Tresk tentait de le consoler, mais quand il avait vu, il valait mieux le laisser sombrer. Isco se tenait en retrait. Tout ce qui l'intéressait était de se rendre compte par lui-même de cette montagne d'argent, de remplir sa mission et de faire en sorte que Jacques de Mons vit, lui et sa famille. Pendant que les cartographes et les géomètres travaillaient, les lapons pêchaient à l'embouchure de la rivière. Isco, habitué au lac de ces montagnes vastes, n'en revenait pas. En 2 heures, les 3 lapons qui les accompagnaient pêchèrent en abondance truites saumonées, ombres et perches aux écailles striées de larges bandes noires. Ce matin-là, ils grillèrent à foison les poissons, et pour la première fois depuis longtemps, Isco, repu, s'endormit d'un coup, enveloppé dans son drap de tissu épais. Ils remontèrent la rivière Sicane et passèrent à terre pour rejoindre 6 lieues plus loin Arvidsjaur le lendemain. Était-ce d'avoir pour la première fois depuis longtemps dormi une journée complète, la vue d'un campement et d'une chapelle au bord du lac l'emplit d'allégresse. Il en oublia les juges et les pasteurs. La chapelle s'avéra abandonnée. Le passeur venait au mieux 2 fois l'an, en hiver et en été. Vous voyez déjà le mal que l'on a à garder un pasteur à Pitéa. Alors, venez ici, râla Abraham Johnson. Ils établirent leur camp au matin. Ils mangèrent leurs truites arrosées d'eau-de-vie. Le commissaire aux affaires lapponnes se fit plus loquace. Il avait reçu mission du Collège royal d'affirmer la présence de la couronne suédoise sur cette région sans frontières que les Russes et les Danois leur disputaient. Mais affirmer sur la base de quoi exactement? Sur qui et comment? Sa mission, qui consistait notamment à prélever l'impôt, lui semblait surhumaine. Courir après ces diables dans les montagnes? Il pointait le doigt d'un geste circulaire. Le moindre rocher se transformait en coupable. Mais je la remplirai, cette mission, sans faiblir. Buvant encore, il montra le paysage qui les entourait. Vous voyez bien, vous, que ce pays ne s'arrête jamais. Eh bien, c'est pareil avec ces sauvages. Enfin, sauvages, je m'entends. Si vous voyez leur ceinture, leurs broches, de l'argent, encore de l'argent, ils en sont riches que c'en est indécent. C'est ainsi qu'ils transportent leur richesse. C'est plus commode pour eux, car ces sauvages ne tiennent pas en place, toujours à suivre les rennes. Pour chasser, ils disparaissent derrière un versant de montagne, réapparaissent au détour d'un torrent 4 mois plus tard. Le commissaire broyait du noir. On a eu un bon pasteur ici, un homme de Dieu, qui ne comptait pas sa peine, dit-il en indiquant la chapelle dont le toit n'était pas terminé. Paix à son âme. Nicolaus Andreae est mort il y a peu moins de 10 ans, pasteur et fils de pasteur. Johnson sourit en buvant une nouvelle gorgée d'eau-de-vie qui lui arracha une grimace. C'était lui qui puait pendant le culte l'autre jour, j'en suis sûr, histoire qu'on se rappelle bien de lui. La chapelle, c'est lui, 30 ans de ça. Les lapons du coin avaient réclamé que ce soit lui leur pasteur parce qu'il avait appris leur langue. Mais bon, il n'a pas été jusqu'à venir vivre ici. Il restait à Pitéa. Il a donc désobéi? Pas vraiment. Le roi avait nommé un pasteur pour venir ici, un fainéant, Lars Ole. Lui non plus n'a pas voulu venir habiter ici. Et vous savez ce qu'il a fait, le pasteur Andreae? Il a écrit au roi. Parfaitement. Il a écrit au roi pour deviner son collègue
et dire que l'autre ne venait ici que 2 fois l'an, autour de Noël et de l'Annonciation, et qu'en plus, il prêchait en suédois ce que ces bougres ici ne comprennent pas. Il ricana, plongé dans ses souvenirs. C'était un malin, Andréae. Il faisait aussi des affaires avec les Lapons, alors qu'il n'avait pas le droit. Mais je fermais les yeux. Sinon quoi? On serait resté sans pasteur. Et ça, c'était pas possible. Laisser tout ce pays aux mains des croyances lapones? Non, pas possible. Surtout que le pasteur Andréae a réussi à traduire et faire imprimer un catéchisme luthérien en lapon. On s'en sert encore. Il se cura les dents avec une arête de poisson et but encore. Il regarda le feu, toucha la tête, plongea un doigt dans sa bouche et cracha. Un bon pasteur, Andréae. Un fiefé coquin, mais un bon pasteur. Quand il a eu ses livres traduits, il a même instruit 6 enfants lapons pour en faire des pasteurs, rien que ça. Il leva le doigt. Instruction en lapon, en suédois et en latin, nourri et logé. Dommage que ces enfants, on ne sache pas où ils ont disparu. Et voilà, c'est terminé.